Mes amis, on se retrouve avec Florent Machabert. Je vous l'ai annoncé dans Chaos Global le lundi. On fait un entretien maintenant désormais rituel avec Florent sur où passe le pognon, qui est où passe le pognon des dépenses publiques. Et donc, nous évoquons ce sujet avec Florent. Aujourd'hui, on parle du vieillissement, de ce qu'on appelle la dépendance, l'autonomie. Ça dépend des mots un peu châtiés qu'on utilise pour qualifier cet état où, lorsque nous devenons vieux, nous ne sommes plus capables de nous prendre en charge. Nous avons besoin qu'on nous héberge, qu'on nous lave, qu'on nous donne à manger, qu'on nous chouchoute, qu'on nous masse, qu'on nous soigne, qu'on nous donne nos médicaments, parfois qu'on pense à notre place pour reprendre des médicaments, tout ce qu'on appelle le vieillissement. Et aujourd'hui, Florent va nous dire combien ça coûte. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire en ouverture, si j'ose dire, Florent? Alors oui, effectivement, bonjour à tous. Pour d'abord toujours repartir des définitions, une personne dépendante, tu l'as dit, c'est finalement ça regroupe deux situations, deux statuts. Celle d'abord des personnes qui sont enquiquinées au quotidien, hein, qui ne parviennent plus à réaliser des gestes du quotidien. Ça, c'est le premier élément. Et ou qui nécessitent une surveillance médicale, sinon constante, en tout cas régulière. Et puis évidemment, malheureusement, on peut cumuler les deux états, mais effectivement, hein, l'autonomie ou la dépendance, effectivement, on utilise les deux termes, correspondent à ces situations-là. D'ailleurs, on peut malheureusement être dépendant avant d'être vieux. Mais aujourd'hui, on va évoquer la dépendance liée au vieillissement démographique. Et donc, sur la première petite diapositive, on peut poser le, le débat, évidemment, sur eh bien, le vieillissement démographique. On a vu alors pas dans l'émission de la semaine dernière, mais il y a 15 jours, on a parlé des dépenses de santé, notamment liées à la fin de vie. Et dans cette émission-là, on avait vu que les plus de 60 ans, qui représentent 17-18% de la population française, eh bien, concentraient à eux seuls presque la moitié, 48-49% des dépenses de santé. Et ici, sur ce graphique, on a les différents scénarios de l'INSEE qui nous montrent la part des plus de 65 ans dans la population totale. Alors, on voit qu'à partir de 2010, sont arrivés les boomers, ce qu'on appelle les boomers, donc ceux qui sont nés entre 1945 et 1955 et qui donc, effectivement, à partir de 2010, ont commencé à prendre leur retraite. Et en fait, ce vieillissement, donc, on voit tout de suite la pente commence à se redresser à partir de 2010 et on voit que ce phénomène va durer à peu près jusqu'en 2040, où on voit que les courbes, quel que soit le scénario, vont continuer de grimper, mais on voit qu'elles se cassent à nouveau autour de 2040. Les plus de 65 ans, horizon 2000, voilà, entre 2040 et 2050, les plus de 65 ans vont représenter, aujourd'hui je viens de le dire, c'est autour de 20%, ils vont représenter plus d'un quart, ça c'est sûr, de la population française, 25% pour le scénario le plus favorable, si je puis dire, et puis jusqu'à 30%. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir à horizon 2030, 2030 c'est demain, on va avoir 9 millions de plus de 75 ans. Les plus de 75 ans, on l'a vu aussi il y a 15 jours, sont vraiment ceux qui concentrent l'essentiel des dépenses de santé. Et on va avoir à horizon 2030 aussi, si on ne peut pas aller trop au-delà, on va avoir de l'ordre de 2 millions de personnes dépendantes ou en situation donc, de perte d'autonomie. Voilà un petit peu la photo. On est vraiment là sur cette période 2010, 2040, 42, où on a cet accroissement rapide, ce vieillissement accéléré de la population française, qui va se poursuivre après, mais la génération des papy-boomers sera passée. Voilà un Donc, petit peu la photo. ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent bien l'enchaînement du raisonnement, c'est Mm, que plus on vieillit, plus on coûte cher en santé. tout à Et fait. maintenant, plus on coûte cher en santé et en prise en charge au jour le jour, la maison de retraite, l'animateur qui entretient la mémoire, Mm. tout un tas de sujets de prise en charge du vieillissement qui sont aujourd'hui, au fond, assez mal calculés. Mais on sait que plus les plus de 65 ans vont augmenter dans la population, plus la santé va coûter cher, plus le vieillissement en lui-même va coûter cher. Tout à fait.
Et en termes de dépenses, puisque c'est la question, sur la diapo d'après, alors on revient à cette notion qui nous avait occupé, alors là, ça fait plus d'un mois, c'était l'ONDAM. Alors on rappelle à ceux qui auraient raté cette émission, même s'il faut quand Mais même aller qu'on va l'écouter. republier en dessous Exactement, de tout à fait. cette émission. Je vais le noter d'ailleurs. Voilà. On va leur publier l'ONDAM. Redis-nous ce que c'est. Alors l'ONDAM, donc créé en 96, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Donc ça n'est pas Objectif une enveloppe national. budgétaire, Oui, oui. objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Donc ça n'est pas une enveloppe budgétaire hein, fermée, j'ai envie de dire, c'est un estimatif sur l'année. Et donc pendant longtemps, de 96 à peu près à 2010, il y a eu de gros dérapages entre les dépenses effectives de santé et l'ONDAM. Et depuis 2010, les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Mais l'ONDAM, on le redit hein, de mémoire, on est à plus de 200 milliards d'euros de dépenses de l'assurance maladie par an. Alors, si on zoome sur les dépenses, alors l'ONDAM, c'est pas un seul bloc. Hein. Depuis 2010, 2009-2010, on vote des sous-objectifs. Donc là, je suis allé chercher l'ONDAM Donc, on redit médico-social. l'ONDAM, c'est autour de 340 milliards d'euros. Oui. Et là, Et tu donc, en as sorti 50 milliards. Enfin, j'en ai on va dire sorti, 35 donc, milliards. alors j'ai sorti C'est-à-dire l'ONDAM 2%. médico-social. Ouais. Pour arriver à ce 34, j'explique mon raisonnement. Donc, l'ONDAM médico-social couvre à la fois les dépenses en direction des personnes âgées d'un côté, c'est ce qui nous intéresse et c'est en effet pour 2022 34 milliards d'euros. Et aussi, dans ce médico-social, on a les personnes handicapées. Donc, ce n'est pas notre sujet, donc je les ai enlevés. Et donc, on se retrouve avec des dépenses effectives ici de soins de longue durée. Voilà comment on retrouve les personnes âgées dans les finances publiques. Donc, c'est 34 milliards d'euros en 2022. C'était 9 milliards d'euros de moins en 2013, mais surtout sur les prévisions à 2050, compte tenu de la diapo précédente, compte tenu de cette accélération du vieillissement démographique dans lequel on est, même si ça va un petit peu se calmer à partir de 2040, eh bien, il faut prévoir une hausse de l'ordre de 50%, hein, de 34 milliards à 50 milliards, une hausse de l'ordre de 50% sur ces dépenses médico-sociales d'ici 2050. Par rapport effectivement à l'ONDAM global que tu évoquais il y a un instant, les personnes âgées, finalement, c'est de l'ordre de 13% du total des dépenses de maladie, mais évidemment, ça va être, c'est amené à augmenter avec cette prévision à 2050 ce bond hein, quand même, qui est assez notable. Alors, on a rappelé dans une émission précédente que les dépenses de maladie, c'était tous âges confondus, en gros 5 000 euros par Français. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces 34 milliards d'euros, si on les divise par le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes, on tombe pas du tout sur 5 000, on tombe sur une moyenne. Alors une moyenne qu'il va falloir prendre avec des pincettes, je vais l'expliquer, mais une moyenne de 22 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On se souvient qu'en fin de vie, on était aussi sur un nombre à 5 chiffres, autour de 25 000 euros pour la fin de vie. Là, on est sur 22 000 euros de Par dépenses an. de dépendance par an et par personne âgée dépendante. Alors, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, comme souvent la moyenne quand on n'a pas l'écart type, enfin, comment elle est distribuée. En fait, il y a de gros écarts entre les personnes qu'on parvient à maintenir à domicile et ma grande surprise en préparant cette émission, c'est que ça concerne quand même 60% des personnes dépendantes qu'on arrive à maintenir à domicile. Il y a à peu près 1,15 million de personnes âgées dépendantes qu'on parvient à maintenir à domicile, qui coûtent à peu près 14 milliards d'euros. Donc, quand on fait le rapport, ce sont des personnes âgées dépendantes qui coûtent par an de l'ordre de 12 000 euros. Donc, on est bien loin des 22 000 euros de moyenne qui mélangent tout. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement les 40% de personnes âgées qui se retrouvent en EHPAD, EHPAD. Donc, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelait autrefois les maisons de retraite, dans laquelle on reste en moyenne 3 ans d'ailleurs, dans laquelle on rentre en moyenne à 84 ans et dont on sort, si je puis dire, 3 ans plus tard, en moyenne, Dans de mauvaises conditions. dans de mauvaises conditions. Voilà, ça finit mal. Et donc là, on est sur les 20 milliards d'euros restants pour 600 000 pensionnaires ou résidents d'EHPAD. Donc là, on est sur une moyenne de résidents en EHPAD en dépenses assurance maladie qui est de l'ordre de 35 000 euros. Voilà. Donc, une moyenne à 22 000, mais qui en fait masque des disparités entre les personnes et qui sont finalement dans la situation la plus favorable que l'on parvient à maintenir à domicile, qui vieillissent à domicile. Donc 12 000 euros par an par personne âgée maintenue à domicile. Par contre, 35 000 euros, donc presque le triple,
dès qu'on rentre à l'EHPAD. Donc, ça nous fait une moyenne un peu voilà, 40-60 à 22 000 euros par an. Donc, très, très loin, évidemment, de la moyenne nationale, tous âges confondus, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quand je parle des EHPAD, effectivement, c'est un paysage assez varié. Donc, ça concerne, je le redis, 40% des personnes âgées dépendantes. Donc, on le redit, 6 personnes âgées dépendantes sur 10 parviennent à être maintenues à domicile. Mais pour les autres, eh bien, elles sont en EHPAD. Alors, le paysage des EHPAD, en fait, il y a Combien à peu près les personnes en EHPAD, c'est combien de personnes en tout? c'est 600 000 personnes. Voilà, c'est 600 000 C'est-à-dire personnes. une ville importante. Oui, C'est Bordeaux, quoi. oui, tout à fait. Et donc, il y a 3 statuts. Il y a bien sûr en bleu à droite sur ce graphique, donc on a à peu près 300 000 lits dans des EHPAD publics, donc entièrement financés par l'État, par la sécurité sociale, par les collectivités territoriales. Ensuite, on a 29% d'EHPAD privés à but non lucratif, qui Mmh. sont indépendants, qui ciblent souvent un segment en particulier, par exemple les veufs ou les anciens combattants ou les religieux, enfin les prêtres, etc. Donc, Les ont des prêtres, les mineurs de fond, voilà. Et puis, 22%, c'est donc le reste, ce sont vraiment les EHPAD commerciaux, les EHPAD haut de gamme, privés à but lucratif, qui sont d'ailleurs les plus en croissance, qui visent effectivement une clientèle aisée. Je donnerai quelques prix tout à l'heure, aisée, avec des services plus haut de gamme. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que n'importe quelle ouverture d'EHPAD, bien sûr, mais aussi de lits à l'intérieur d'un EHPAD, fait l'objet d'une demande et d'une autorisation, en tout cas d'une régulation par les fameuses ARS, les agences régionales de santé, pardon, si bien qu'il y a une espèce, là aussi, de numerus clausus sur le nombre d'ouvertures de lits en EHPAD, qui est de l'ordre de 3 000 lits par an. Et en fait, quand on fait le calcul et qu'on compare au vieillissement démographique, et même en gardant cette hypothèse favorable de 60% qu'on parvient à maintenir à domicile, de personnes dépendantes, on arrive en fait à un déficit de lits d'EHPAD, tous statuts confondus, qui est de l'ordre de 85 000 places d'ici 2030. Voilà un peu le paysage devant lequel on se retrouve. Alors, pourquoi un EHPAD privé, allez-vous me dire, ne peut pas faire ce qu'il veut? En fait, dans le financement des EHPAD privés, donc les EHPAD publics, à peu près la moitié des lits, évidemment, sont 100% financés par l'État, par la sécurité sociale et par les collectivités territoriales. Mais même les EHPAD privés, il y a quand même une part substantielle qui est de l'ordre de 35-40% en général de financement public. Donc, il y a d'abord 60% du financement d'un EHPAD privé, c'est l'hébergement. Donc, évidemment, ce sont les résidents qui déboursent des sommes importantes, on verra tout à l'heure. Donc, ça couvre évidemment le loyer, la restauration, la maintenance de l'établissement. Donc, ça, c'est librement fixé par la structure, privée à but lucratif ou privée commerciale. Et ensuite, elle a uniquement le droit d'augmenter, de faire subir une inflation à ce loyer. Mais même cette inflation est encadrée par l'État et elle est de l'ordre de 1,5% pour les années écoulées. Et la fourchette, c'est entre 0,5 et 1,5. Donc, on voit que même avec une inflation à 2 ou à 3%, les EHPAD se retrouvent capés en termes d'augmentation des loyers. Alors, pour payer ces 60% d'hébergement, les résidents ont droit à un certain nombre d'aides. Il y a les APL, puisqu'en fait, ils se logent. Donc, ce sont les aides personnalisées au logement, que touchent aussi les étudiants de l'autre côté du cycle de vie. On a l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie. On a l'ASH, qui est l'aide sociale à l'hébergement. Et puis, on a aussi, plutôt pour des résidents aisés, en tout cas imposables, on a une réduction à l'impôt sur le revenu. On peut défiscaliser dans la limite de 10 000 euros ces dépenses d'hébergement. Enfin, 25% de ces dépenses dans la limite de 10 000 euros. Donc, en gros, on peut gommer 2 500 euros d'impôt sur le revenu en déclarant son hébergement à l'EHPAD. Voilà pour les résidents, mais tout le reste, en réalité, dans les EHPAD privés, c'est de l'argent public. C'est une dotation soins de l'ordre de 25% des frais de fonctionnement d'un EHPAD, donc qui vient des ARS, donc
agences régionales de santé. Ça, c'est pour couvrir, dotation soins, les dépenses de personnel médical. Donc, en fonction du profil de dépendance des résidents, en fonction d'un contrat pluriannuel d'objectifs, etc. Bon, on a une dotation soins qui vient des ARS. Et puis, le complément sont les conseils départementaux, donc les 15% restants, qui donnent une dotation dépendance. Donc ça, c'est pour financer tout ce qui est non médical, donc toutes les tâches d'accompagnement et de surveillance des résidents. Mais sur cette partie-là, il y a quand même un ticket modérateur que le résident, en plus de son hébergement, eh bien, doit débourser. Alors là, le ticket modérateur, il dépend de son coefficient de dépendance. Et en fait, ça va en gros de 5 euros par jour si vous êtes très dépendant à 20 euros par jour si vous l'êtes moins. Et donc, ça nous fait quand même 40% de financement public pour des EHPAD privés. Donc, en réalité, même quand le parc privé d'EHPAD augmente, eh bien, ça fait de la dépense publique à la sortie. Et donc? Alors, donc on voit qu'on peut anticiper avec un déficit de 85 000 lits à horizon 2030, une crise du logement, si je puis dire, une crise de l'hébergement des personnes âgées. Et donc, sur ce graphique, on voit en fait l'évolution des différentes alternatives depuis 1996. Donc, on voit, si on regarde 2019, donc l'essentiel des besoins est couvert en jaune par les EHPAD dont je viens de parler, tous statuts confondus. Et on a en rouge une part d'ailleurs qui diminue, on va voir pourquoi, ce sont les résidences autonomie. Alors, les résidences autonomie, qu'on appelle parfois résidences seniors, en fait, ce sont des maisons privées non médicalisées qui accueillent donc des résidents autonomes ou très, très peu dépendants. Parce qu'en C'est des réalité, studios en réalité. voilà, C'est c'est un des immeuble studios. de studios pour personnes âgées, pour aller vite. Tout à fait, pour aller vite, tout à fait. Parce qu'en réalité, dans les EHPAD, on a plus de 90% de personnes vraiment dépendantes et les autres peuvent effectivement aller dans des résidences autonomie. Donc, c'est à peu près 15% des lits. On voit d'ailleurs que c'est une part qui diminue, probablement parce que les personnes sont dépendantes, ou en tout cas, soit essayent de rester à domicile, soit après basculent en EHPAD. Mais c'est vrai que le statut intermédiaire de résidence Bon, autonomie est, en tout cas, c'est compliqué. c'est C'est compliqué. toute la Alors, difficulté de faire passer les gens qui sont en résidence autonome, de les faire oui, passer en EHPAD. C'est-à-dire à partir de quel moment oui. on dit que quelqu'un qui a quitté son domicile pour rentrer Mmh, dans une résidence autonomie doit mmh, encore changer de domicile. C'est un c'est ça, nouveau traumatisme. voilà. En tout cas, dès qu'il y a une médicalisation, la résidence autonomie est impropre. Et donc, voilà. Ensuite, on a, c'est en bleu, je crois, enfin en turquoise, 592 pour 2019. On a de l'ordre de 600 USLD, c'est des unités de soins de longue durée. Elles sont assez peu développées, c'est à peu près 5% des lits. Là, pour le coup, elles sont très médicalisées et elles ciblent vraiment, puisqu'elles sont adossées à un établissement hospitalier, elles ciblent les résidents les plus dépendants. Voilà, parce que finalement, un EHPAD, c'est médicalisé, mais c'est pas non plus ultra médicalisé. Donc, pour certains cas précis, l'USLD est plus adapté. Et puis après, on a qui n'apparaît pas sur le schéma, mais on a tout ce que j'ai évoqué comme étant les solutions de maintien à domicile, donc tous les prestataires de soins à domicile. Et ça, c'est vraiment une niche qui est en fort développement, puisqu'il y a 10 ans, on avait à peu près 1 million de bénéficiaires, et aujourd'hui, il y a plutôt 2 millions de bénéficiaires. Donc c'est le C'est portage de repas, l'aide à exactement, domicile, l'aide tout à fait. soignante, l'infirmière à domicile, Voilà, etc. tous les services, tous les soins, toute la mise à disposition de matériels médicaux et de services aussi au sens large, portage de repas, etc., qui se développent, en lien ou pas, mais c'est vrai que le plus souvent pour la partie soins et matériels médicaux, en lien avec les fameuses ALD dont on a parlé dans une émission précédente, donc les affections longue durée qui coûtent à peu près les 2 tiers des dépenses de l'assurance maladie. Alors, quand on met tout ça bout à bout, eh bien, et pour reboucler avec notre sujet retraite de la dernière fois, je me suis demandé, c'est la dernière diapo, si finalement la retraite médiane des Français allait suffire pour se payer une chambre simple en EHPAD. Alors, tout en bas, on a ce qu'on avait déjà évoqué dans une émission précédente, le revenu disponible médian des Français. Alors, évidemment, il faut prendre des pincettes dans cette Des diapo, parce que retraités, des retraités. Donc, je raisonne en médiane. Donc, la médiane, c'est le montant qui sépare
les retraités ici ont deux catégories d'effectifs égales. Ça veut dire que la moitié des retraités ont un revenu disponible de moins de 1830 et puis l'autre moitié, en toute logique, supérieure. Et puis, j'ai sorti les tarifications médianes de notre EHPAD public, qui est le moins coûteux, 1 720 € de tarification médiane. Donc là aussi, la moitié des EHPAD publics tarifient à moins de 1 720, puis l'autre moitié au-dessus. Les EHPAD privés non lucratifs, de l'ordre de 2 089 € de médiane. Puis les EHPAD privés commerciaux, une tarification médiane de 2 677. Là aussi, on va nous dire, oui, mais évidemment, à Paris, c'est 2 fois plus cher. Certes, hein, c'est toute ville confondue. N'empêche que la médiane est à 2 677. Alors, on ne peut pas tout à fait comparer immédiatement, parce qu'en réalité, quand on rentre dans un EHPAD, va s'ajouter à cet hébergement le ticket modérateur que j'évoquais tout à l'heure pour la partie qui vient compléter le financement du conseil départemental. Donc là, c'est entre 5 € et 20 € par résident et par jour. Donc, ça fait 200 à 600 € par mois de ticket modérateur, selon le niveau de dépendance. Mais il faut enlever la réduction d'impôt que j'évoquais tout à l'heure, les éventuelles allocations APA, ASH, APL, etc. Et donc, à la sortie, il y a une étude de l'adresse qui permet, lorsqu'on fait ses plus et ses moins, en fait, on a un reste à financer qui est de l'ordre de 370 € mensuels. Et dans les dernières études, on rentrerait un petit peu plus tard en EHPAD, plutôt non plus à 84, mais à 85 ans, et on y resterait un petit peu plus longtemps, non plus de 3 ans, mais 4 ans. Donc, si on étale ça sur 48 mois, sur les 4 ans qu'on passerait en EHPAD, en gros, on a un reste à financer moyen pour quelqu'un qui se projette aujourd'hui, qui a 40, 50, 60 ans, un reste à financer de l'ordre de 18 000 €. Voilà, 18 000 €. Donc il Alors, faut, si on est d'accord, si on est réaliste et si on met tout bout à bout, si on a oui, 25 000 € d'économie, on peut oui, se payer sa fin de vie en EHPAD. C'est ça que tu nous dis. tout à fait. Ça Alors, laisse pour aussi 30%, quelque chose pour offrir des cadeaux à Noël aux enfants. c'est ça. Pour 30% des résidents, ça passe. Donc, leurs ressources propres ou les allocations qu'on évoquait permettent de couvrir. On a à peu près un tiers des résidents qui touchent l'APA, par exemple. Donc, c'est plusieurs centaines d'euros qui, en gros, couvrent à peu près le ticket modérateur. Par contre, pour les 70% restants, donc c'est quand même une bonne partie des résidents, beaucoup plus de la moitié, ils doivent nécessairement désépargner, voire vendre leur logement, voire vendre de l'aide, demander de l'aide à leurs proches pour combler, pour financer ces 20 000 € en gros qui vont leur rester sur les bras. Voilà un petit peu. Donc, comme en plus, on a expliqué dans différentes émissions que ce revenu disponible des retraités va mécaniquement baisser et que la tarification des EHPAD, rien ne permet d'envisager une baisse de la tarification des EHPAD. On voit que l'effet de ciseau là, entre les deux va faire que le reste à financer va plutôt, dans les années qui viennent, être au-delà de 20 000 € pour l'ensemble de la période qu'on passe en moyenne, ou qu'on passera en moyenne en EHPAD. Voilà quelques pistes. Bon, donc ce que tu nous dis en substance, si je reviens à la diapositive qui était là, on est sur un volume de dépenses d'environ, parce que si on répond à la question d'où vient le pognon, on redit que dans les 1300, 1400 milliards d'euros de dépenses publiques, la moitié va à la sécurité sociale et aujourd'hui, les dépenses de soins de longue durée pour les personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire la prise en charge du vieillissement, c'est 10% de la dépense de santé en France chaque année. Et donc, l'argent ne va pas dans la poche d'immigrés mystérieux qui se cacheraient en Indonésie, en Algérie ou on ne sait pas où. Il va dans le soin journalier, l'aliment, comme on dit, l'obligation alimentaire, c'est l'aliment des personnes âgées dépendantes, ce qui n'est pas une dépense neutre. C'est-à-dire que 30 milliards, c'est quand même un chiffre qui compte et qui est 35 milliards bientôt. C'est un chiffre qui compte et qui n'est pas où va le pognon. C'est pas de la fraude, c'est le logement pour monsieur, madame Michu, la nourriture qu'on leur sert tous les jours, le kiné qui passe, tous les soins qui vont pour prendre en charge les personnes qui ne peuvent plus être autonomes. C'est ça que tu nous dis. Tout à fait. Et on redit que ces 35 milliards couvrent à la fois pour 20 milliards les EHPAD et puis les 14-15 milliards restants, tous les services et soins à domicile. Bon, c'était des précisions importantes, Florent. J'ai eu pas mal de questions
Après notre vidéo sur les retraites, la différence de retraite entre les smicards et le reste de la population, et notamment les fonctionnaires, j'ai eu pas mal de questions sur la retraite des fonctionnaires, comment on la calcule. Beaucoup de fonctionnaires qui ont dit: ah, mais vous dites pas que on est maltraité. Et donc, je trouverais pas mal qu'on fasse un numéro sur qui finance la retraite des fonctionnaires, et notamment qu'on compare le taux de cotisation patronale dans le secteur privé et dans le secteur public, parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que la retraite des fonctionnaires, elle est permise par un taux de cotisation de l'employeur qui est 4 fois à 3 fois supérieur, enfin, 2 fois et demi supérieur à celui du secteur privé. C'est-à-dire que et la cotisation employeur de l'État, c'est l'impôt. C'est-à-dire on ne dit pas assez que l'ouvrier de chez Peugeot, il paye pour sa retraite, mais il paye aussi pour la retraite des fonctionnaires qui expliquent qu'ils sont maltraités et qu'ils sont victimes de... Alors j'ai eu d'ailleurs des commentaires croquignolés disant: ah, mais vous essayez de monter les gens contre les fonctionnaires, il faut rester unis. Alors bien entendu, quand on tire profit d'un système, on préfère que tout le monde reste uni et que personne ne la ramène. En même temps, les fonctionnaires passent leur temps à dire: moi, on est moins bien traités que dans le privé. C'est-à-dire, les fonctionnaires trouvent, enfin certains, tous ne sont pas comme ça, mais certains fonctionnaires trouvent scandaleux qu'on souligne que les retraites du privé sont moins favorables et qu'ils trouvent que c'est jouer la division, mais en même temps, ils adorent dire: mais nous, on est victimes et les gens du privé sont mieux traités que nous. Et là, tout à coup, on découvre que les fonctionnaires qui sont contre la division, on monte les uns contre les autres, trouvent tout à fait naturel de monter de monter les fonctionnaires contre les gens du privé. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on refasse, non pas dans un esprit de vengeance ou de polémique, mais dans un esprit de où passe le pognon, où va le pognon, puisque certains font croire qu'on ne sait pas où va le pognon, alors qu'en réalité, on le sait parfaitement. Le pognon va essentiellement dans la poche des gens. Eh bien, je trouverais bien que dans l'esprit de où va le pognon, on fasse un point sur qui finance la retraite des fonctionnaires, notamment en termes de comparaison entre qu'est-ce qu'un employeur du privé paye pour ses propres salariés et qu'est-ce que l'employeur public paye et où prend-il l'argent pour payer la retraite de ses employés qu'on appelle des fonctionnaires. Est-ce qu'on peut faire ça la semaine prochaine, Florent? Entendu. Très Bon, bien. eh bien écoute, merci à toi et à la semaine Merci. prochaine. Merci, à bientôt.